T'es conférencier, mais qui ne donne pas de conférence, donc t'es pas conférencier. Bon. Très vite, j'ai compris que sans notoriété, je ne pouvais pas y arriver. Le mot notoriété est vite arrivé. Si on te connaît pas, on ne t'achètera pas. Et on arrive dans cette ère des réseaux sociaux où donc Facebook sort. C'est l'époque des blogging, donc tu fais un blog. Sauf que je n'avais pas cette notoriété-là. Je suis pas un acteur, je suis pas un politicien. Et donc le seul moyen qui pour moi me permettait d'avoir un accès relativement rapide à la notoriété, c'était de le maîtriser moi-même en créant du contenu, mais comme un dingue, au quotidien. Tous les jours, j'écrivais des articles, tous les jours, je cherchais des histoires. La notoriété, c'est important, mais être sur la bonne niche et être dans le bon secteur l'est tout autant. Et là, j'ai dit, je donne un DEM. Et ça m'a pris 6 ans. 6 ans, ok. 6 ans à galérer tout seul, avant de pouvoir percer et avoir du succès et à vivre de ce métier. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, et vous avez du mal à trouver vos clients. Vous vous sentez souvent découragé par les défis de la prospection. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La prospection est une étape cruciale pour la survie et le développement de votre entreprise. Heureusement, il existe une multitude de façons de prospecter. Et il y a forcément une méthode qui vous correspond. C'est pour cette raison que j'ai créé ce podcast, afin de rencontrer différents types d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour découvrir leur stratégie, leur méthode, leurs témoignages. Et qui sait, cela pourrait bien transformer votre approche de la prospection et rendre cette étape beaucoup plus accessible. Je m'appelle Aurélien Ibarart, je suis le fondateur de ce podcast et également de Nisnea, une société spécialisée dans la réalisation de vidéos pour les entreprises. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage et à vous laisser guider dans ce phare dans la nuit qui va vous permettre de trouver votre propre chemin vers le succès de la prospection. Bienvenue dans l'Odyssée des opportunités. Aujourd'hui, on accueille Michel Poulart, conférencier professionnel spécialisé dans l'optimisme, la vente et la culture de l'échec. Auteur du livre Pour réussir, oser échouer, il partage son parcours de commercial à producteur de conférencier en passant par une profonde remise en question qui l'a mené à transformer sa vie. Dans cet échange, Michel nous raconte son parcours de salarié passionné à conférencier reconnu. Comment il a su rebondir après un burn-out et transformer ses échecs en force. L'importance de la notoriété et des réseaux sociaux pour percer dans le milieu de la conférence, ses rencontres décisives qui ont changé sa carrière et pourquoi la vidéo est aujourd'hui incontournable pour les entrepreneurs. Un épisode riche en enseignements pour tous ceux qui veulent oser se lancer, dépasser leurs peurs et créer des opportunités. Bonne écoute et bienvenue dans l'Odyssée des opportunités. Eh ben salut Michel. Salut, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien et toi? Merci de m'accueillir. C'est le lapsus, tu vois. T'es chez moi, donc je t'accueille, mais merci de m'accueillir dans ton podcast. Bah au moins l'avantage, c'est que j'ai pas eu besoin de mettre tous mes éclairages. Ça me fait gagner du temps et c'est pratique. C'est vrai. Eh ben écoute, en tout cas, je suis ravi que tu veuilles, que t'aies accepté de passer dans le podcast l'Odyssée des opportunités. Ça me fait plaisir. Le podcast va donc se dérouler en 3 parties. Première partie, la découverte. Dans cette première partie, plongeons dans l'histoire de notre invité. Deuxième partie, à la conquête des clients. C'est le cœur du podcast. Troisième partie, l'impact de la vidéo pour développer l'entreprise. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de ce podcast. Et commençons dès maintenant avec la première partie, la découverte. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage ou bonne écoute. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire déjà qui es-tu? Et c'est quoi ton activité, ce que tu fais pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas? Je suis Michel Poulart, conférencier professionnel. Je suis spécialiste de sujets tels que l'optimisme, la vente, la culture de l'échec. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Pour réussir, oser échouer. Bien avant ça, j'ai été commercial pendant une vingtaine d'années. J'ai eu la fonction commerciale dans différentes entreprises multinationales, principalement aux Pays-Bas. Donc j'ai appris à faire de la vente avec des Néerlandais. C'est assez intéressant. T'as fait un post là d'ailleurs dernièrement. Ouais, j'ai fait un post sur LinkedIn dernièrement là-dessus. Une très très grande école. Et aujourd'hui, donc outre donner des conférences à temps plein, je forme des conférenciers au travers d'une école de conférenciers et je mets des conférenciers sur scène en tant que j'ai une casquette de producteur où je produis des conférenciers dans un show qui s'appelle Inspire Expire. Avec ça, on a fait le tour.
Et et je sais que pour préciser, se produire des conférenciers, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément. On produit des artistes, on produit des musiciens, mais pas des conférenciers. Et je trouve ça génial d'avoir lancé ça. Je pense que je suis le seul à avoir... ça va pas durer longtemps, je pense. Hein, mais oui, je pense que je suis le seul à avoir imaginé à produire des conférenciers. C'est issu d'une expérience personnelle où je sais qu'il est extrêmement difficile de percer dans ce métier. Ça fait partie des métiers les plus difficiles parce que il faut qu'on aime t'entendre, il faut que ce que tu dis soit pertinent, il faut captiver les foules, il faut avoir une notoriété. Donc c'est très très complexe, c'est plus complexe qu'être plombier ou même être chirurgien. Franchement, hein. Alors chirurgien, ça demande d'autres complexités. Et donc ma volonté, c'était de produire des conférenciers sur scène, des conférenciers que j'appelle de nouvelle génération, qui font des shows, des spectacles, tout en ayant des messages inspirants, motivants, entrepreneurial, managérial, sur tout ce sujet-là. Ok, super. Eh ben, écoute, merci pour l'explication. Moi, c'est clair. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu, toi, ton histoire. T'as parlé que t'as été commercial. Un peu, juste avant d'être conférencier, c'était quoi un peu ta vie? Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Et qu'est-ce qui t'a donné envie ensuite de faire de la conférence? Et j'ai même envie de te dire qu'il t'a donné envie de faire la conférence sur l'optimisme. D'accord. On a quoi? On a 10 numéros de podcast pour pouvoir illustrer tout ça. On va devoir synthétiser quand même. Non, en fait, toute ma première partie de vie, j'ai été salarié. Ce qui fait ma particularité de salarié, c'est que j'ai été ce qu'on appelle aujourd'hui un intrapreneur. C'est-à-dire que j'étais un salarié enthousiaste, motivé. T'avais pas besoin de me motiver. J'avais toujours ma propre motivation et j'ai toujours travaillé comme si c'était ma boîte. Alors avec le recul, je me rends compte que pour les patrons, c'est une bénédiction d'avoir un salarié comme ça, et que moi je me suis fait exploiter. Mais c'est pas grave, j'en avais conscience. Au fond, ça me dérangeait pas d'être exploité puisque j'aimais faire ce que je fais, donc ça me posait pas de problème d'être exploité. Et puis c'est une expérience aussi qui t'a servi aujourd'hui, qui te prouve ce que tu fais aujourd'hui. Absolument. Et comme j'étais investi, engagé, j'étais déjà un patron avant d'être un patron, j'étais déjà un entrepreneur avant d'être un entrepreneur, parce que j'avais déjà cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qui fait que j'ai voulu devenir conférencier? Tu ne te lèves pas un matin en disant bon, allez, aujourd'hui j'en ai marre, je deviens conférencier. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus de vie où dans la vie tu as des phases, des chapitres de vie, des phases où je passe premièrement. Lorsque j'ai la trentaine, je fais un burn-out. Du burn-out, plein de prises de conscience. Ce burn-out me pousse à agir différemment, à me comporter différemment, parce que, comme beaucoup de gens qui se reconnaîtront peut-être, je fais partie de ces gens qui ont toujours fait pour les autres, pour être aimé, pour être accepté. Donc je disais jamais non, j'étais toujours là pour les autres, jusqu'au jour où tu te rends compte que quand t'es dans la merde, t'es seul. Ça te parle, hein? Oui. Et ça parle probablement à beaucoup de nos auditeurs. Donc ça a été un premier déclic. J'ai tout largué. Mais vraiment tout. Du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai largué ma femme à l'époque. Ça peut paraître pas sympa comme je le dis, mais on n'a pas le temps de tout expliquer. Je peux pas rentrer en détail. J'ai fait tout proprement, bien entendu. Mais mon burn-out est aussi une résultante d'un mariage, d'un mariage mal équilibré, toxique pour le dire ainsi. Et en fait, la seule chose que je n'ai pas largué, c'est mon job, parce que mon boss ne voulait pas que je quitte mon job. En fait, il était tellement content de mes résultats qu'il m'a dit écoute Michel, j'entends que tu vas mal. Tu veux quitter les Pays-Bas, tu veux tout plaquer, je l'entends. On est en 2000. Donc c'est important de le mettre dans le contexte parce que en 2000, il faut se souvenir, c'est qu'Internet en France, on avait encore le modem qu'on mettait sur le téléphone, le 56K, qui faisait des bruits là, les bruits très aigus. Aux Pays-Bas, on avait déjà la DSL. Et donc mon boss me propose, écoute, fais ce que tu veux, pars où tu veux, mais continue à bosser pour nous et fais du télétravail. En 2000... Toi, t'étais un précurseur du télétravail. En 2000, mon boss m'avait proposé de télétravailler et de me connecter tous les matins avec mon modem 56K. Heureusement, ça prenait pas beaucoup de bandes passantes à l'époque. Et donc, j'ai continué à travailler en tant que salarié, commercial, expatrié, mais depuis Biarritz. Voilà. Et le Pays Basque, Biarritz, ça t'est venu, le fait de vouloir venir ici, c'était quelque chose de voulu ou c'est juste comme ça? Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent, t'as de la chance d'habiter là-bas. Non, j'ai choisi. La chance, je me la suis donnée, c'est quand j'ai quitté les Pays-Bas, bien entendu, j'ai réfléchi à un endroit où je voulais aller et je voulais être loin de tout le monde. Je voulais tourner une page. Je voulais loin même de la famille. Et en tant que commercial, j'ai voyagé sur toutes les routes de France. Je faisais 100 000 km par an et j'étais tombé amoureux du Pays Basque. Et donc, pour moi, c'était une évidence.
Tu vas loin, tu vas à l'autre bout de la France, tu connais plus personne va t'emmerder. Et surtout, je me suis fait une promesse, c'est que tu vas vivre pour toi et on va t'aimer pour ce que tu es réellement. Et c'est là où j'ai changé de vie, en tout cas de comportement, et qui fait que je me suis trouvé. Ok, ouais, c'était plus je dis oui à tout. Voilà, c'est ça. Okay. Je continue à dire oui à tout, je continue à être dynamique, parce que bon, on se change pas, mais je me préservais, et surtout, je ne faisais plus les choses pour être aimé. Okay. Donc les gens qui allaient m'aimer pour ce que je suis, avec mes défauts et mes qualités. Avec ça, je suis toujours pas conférencier. Oui, c'est ça. Donc, je continue à travailler dans ces conditions-là. Ça se passe super bien. J'adore mon travail. J'adore mes clients. J'adore les produits. Et puis un jour, au bout de quelques années, je m'essouffle. Ok. J'en parle à un de mes collègues qui est encore un ami aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Je lui dis, écoute, je connais tout du métier, quoi. Je connais tous les clients par cœur, je connais les produits par cœur, je connais les prix par cœur, je connais les concurrents, je connais tout le monde. C'est un peu trop facile. Je m'ennuie. Oui, en fait, tout était trop facile. Okay. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin de me renouveler. J'ai toujours besoin de défis, de challenges. J'ai toujours besoin de tout ça. Et j'en avais plus. Et il me dit, on avait tous les deux le même âge, à 1 ou 2 ans près. Il me dit, écoute, on s'est donné à fond. Jusque-là, là maintenant, on est en roue libre jusqu'à la retraite. Tu te rends compte le salaire qu'on a en roue libre à ne rien faire, c'est cool quand même. Il était convaincu. Et moi, t'as pas le même ressenti. Quoi. Il s'en rend pas compte, mais il me rend service en disant ça parce qu'il me fout les jetons. Il me dit quoi ? Je vais devoir m'ennuyer jusqu'à ma retraite. J'avais encore 25 ans à tirer. Je me dis, et l'idée de m'ennuyer jusqu'à la fin de ma retraite m'a fait tellement peur que je me dis, je peux plus continuer comme ça. Ok. J'étais atteint de ce qu'on appelle aujourd'hui le brown out. Je m'ennuyais au travail. Et pourtant, j'ai essayé de me convaincre, de me dire, écoute, t'as vu les conditions que tu as, le super salaire, voiture de fonction, téléphone de fonction, 13e mois, bonus, enfin, de quoi tu parles, tu vois, calme-toi. J'avais beau essayer de me convaincre, mais ça me suffisait pas. Ouais, comme quoi, au final, tu peux avoir un super travail, avec un très bon salaire, plein d'avantages. Au final, si tu t'ennuies et que t'es plus stimulé. Ouais. Moi, j'ai besoin de stimulant. Ouais, bien sûr. Et j'entends qu'il y ait des gens qui sont très bien comme ça. C'est parfait. Il y a des gens qui sont très bien à vivre comme ça et c'est aucun jugement de valeur. Mais moi, ça ne me convenait pas. Okay. J'ai besoin d'être stimulé. Mais alors, tu fais quoi avec ça? Alors, c'est bien. Tu découvres que tu t'ennuies. Tu découvres qu'il faut faire autre chose. Tu cherches des jobs ici au Pays Basque, mais pour ce salaire-là, tu trouves rien du tout. C'est les PDG gagnent ça ici, c'est tout. Je découvre le monde du développement personnel pour la faire courte. Je n'en avais jamais entendu parler. Je me rends compte que ce que j'aimais dans la vente, c'était pas la vente, c'était les humains, c'était la relation humaine que j'avais avec les clients et que je pouvais créer avec les clients, que je pouvais entretenir avec les clients. Je me suis rendu compte qu'au fond, j'étais quelqu'un qui aimait la psychologie humaine. Yes. J'ai toujours trouvé les autres intéressants. Depuis l'école primaire, secondaire, d'ailleurs à l'école secondaire, au lycée, j'étais toujours le gars qui était dans la friend zone des filles parce que j'étais le confident de toutes les filles, mais personne ne voulait sortir avec moi, tu vois. Et donc j'étais toujours celui qui était à l'écoute, voilà. Donc, bon, avec ça, t'as des pistes, mais t'as toujours pas fait de conférence. Et puis dans toutes mes recherches, je découvre par le plus pur des hasards, je tombe sur une vidéo d'Anthony Robbins dont je n'avais jamais entendu parler. Ok. Je le vois en conférence, je le vois dans un stade, 20 000 personnes, je vois l'énergie du gars, le message, et là je me dis, waouh, la claque. Et après avoir vu cette conférence, je pointe l'écran du doigt, je me dis, ça je veux faire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir conférencier. Mais de là, d'autres emmerdes sont arrivées, bien sûr. C'est trop marrant ce que tu parles, ce que tu dis, parce que moi, ça me parle tellement. Parce que j'ai la même chose, alors pas avec Anthony Robbins, mais avec son homologue français, David Laroche. David Laroche, oui. J'ai eu la même chose, en fait. J'ai eu une période où je me cherchais, je me suis beaucoup trouvé dans le développement personnel et je suis tombé sur lui, sur ses vidéos et les conférences et j'ai eu un peu ce ressenti de waouh, il y a une espèce d'énergie de truc qui tout est possible, tu vois. Donc ouais, c'est hyper parlant. Je pense que ça a parlé à pas mal de personnes. Ouais. Donc ok, ça c'est un peu le déclic qui te donne envie de dire je veux faire ça. C'est ça. Ok. Et donc après, derrière, comment... ce sera peut-être dans la deuxième partie au final, comment t'as fait pour développer, mais... ça a quoi été... tiens, est-ce que tu peux me dire un peu les difficultés que tu as eues à vouloir être conférencier? À quoi tu t'es confronté? Je sais que quand j'avais entendu dire que tu avais dit dans ta conférence au début, je crois que la première, tu as eu du monde et après c'était le néant. C'est ça? Tu peux en parler un petit peu? C'est ça.
en fait, c'est un métier qui est très intuitif personnel. C'est un métier où on vient te voir toi, outre tes compétences, on vient te voir toi, parce que tu dégages quelque chose. Tu vois, tu parles de David Laroche. Moi, je parle d'Anthony Robbins, mais on n'a même pas parlé de leur expertise. Ouais, c'est clair. Tu vois. Donc ça, c'est l'effet que fait un conférencier, c'est que quand un conférencier est bon, on va d'abord parler du conférencier parce qu'il m'a touché, il m'a fait vivre des trucs. Et ensuite, ah oui, mais il a aussi parlé de ça, ça et ça. Ok. Mais c'est hyper pertinent parce que ce que tu dis là, moi, je trouve que un bon chef d'entreprise, un bon commercial, on va d'abord parler de lui, on va parler de l'humain avant même de son expertise, tu vois. Pourquoi ? Parce que tu vis une expérience émotionnelle avec cette personne. Ouais. Quel que soit, qu'on soit conférencier ou qu'on soit des humains, qu'on soit des amis, qu'on soit dans des relations professionnelles, on va avoir des liens plus forts avec des gens avec qui on a des expériences émotionnelles avec elles, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Donc, je me tais, c'est un métier qui est très solitaire. Il faut remettre ça dans le contexte. On est en 2008. Okay. Le métier de la conférence en France n'est pas très développé. C'est surtout un métier très anglo-saxon. Donc, je m'inspire beaucoup des modèles anglo-saxons. Je n'ai pas de modèle et d'homologue francophone. En tout cas, je n'en connaissais pas à l'époque. Et donc, je me dis, il faut que je me fasse la main. Et à l'époque, à nouveau, 2008, Internet, la billetterie en ligne, ça n'existe pas encore. Okay. Tout ça n'existe pas encore. Je rappelle que YouTube, par exemple, existe depuis 2012. Ah ouais. Ah ouais. Et oui, mais ça fait partie de notre quotidien, mais YouTube n'a que 13 ans, en fait. Hein. Il y avait juste avant, il y avait Dailymotion. Ouais, Dailymotion. Il y avait juste Dailymotion avant, mais on est encore aux prémices en 2008 de tout ce qu'Internet nous offre aujourd'hui, les pages de vente, etc. Ça n'existait pas. Et donc, je décide de louer une salle à Biarritz et de le faire à l'ancienne. De faire une affiche, donc je me paye le plaisir de prendre les services d'une photographe pour avoir des photos professionnelles. Je veux donner une image de moi impeccable, donc je suis fier d'avoir mes premières photos pro. J'ai pas encore donné de conf, mais j'ai déjà des photos, j'ai déjà une affiche. Et donc je le fais à l'ancienne, c'est-à-dire que je fais des affiches en A3 et je vais faire toutes les boulangeries, les épiceries du coin, je les placarde un peu partout. Et à l'époque, il y a un site qui s'appelle On va sortir, OVS, qui était tout récent à l'époque. Ils ont fait le buzz, ils ont parlé de moi. Ils sont venus en groupe et je me retrouve là à faire une salle comble. On avait plus de 80 personnes. Tu te dis waouh, première conf, 80 personnes. C'était une conférence gratuite ou payante à ce moment-là ? C'était payant. J'avais fait payer, je pense. C'était à l'époque l'équivalent de 10 €, quelque chose comme ça. Mais c'était voilà, je voulais faire une conférence et je voulais juste rentrer dans mes frais. Je fais une conf, à l'époque, elle dure 3 heures. Ça se passe super bien. J'ai des retours extraordinaires. Je m'enflamme parce que je me dis ouais, c'est bon. Les retours sont extraordinaires, je suis fait pour ça, je me suis éclaté, les gens sont venus en ayant vécu une expérience de dingue. Je me lance, je reproduis l'expérience, je refais la même chose. Allez, à Toulouse, Marseille, Montpellier, je loue des salles d'hôtel, je fais la même chose, je vais jusque là-bas pour mettre des affiches et plus jamais personne n'est venu. Donc je me suis fait 3 salles vides d'affilée. Donc c'était un hobby qui commençait à coûter cher parce que les salles, tu devais les payer. J'avais même investi, je croyais tellement en moi que j'avais investi dans un haut-parleur, j'avais mis un microphone avec un haut-parleur portant, donc j'avais mon matos, j'avais mon propre vidéoprojecteur. Mais bon, c'était un hobby qui coûtait très cher pour faire des salles vides. Voilà, donc c'était pas gagné, quoi. C'était pas gagné, j'avais assez de raisons de laisser tomber. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai gardé mon poste, je faisais ça en simultané avec mon poste de salarié. Oui, t'avais gardé une sécurité quand même. Donc j'avais quand même cette sécurité de l'emploi qui me permettait de vivre ces échecs sereinement. Ouais, mais c'est important, de le préciser. Et je le conseille toujours aux gens, il y a des gens qui quittent leur emploi alors qu'ils commencent une activité sans savoir ce qu'elle va donner. Il y a un dicton néerlandais qui dit et que j'aime beaucoup, c'est tu ne jettes pas tes vieilles chaussures avant d'en avoir des nouvelles. Clairement. Donc, si vous avez un emploi, profitez de cet emploi et investissez tout le temps libre que vous avez. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Tout le temps libre que j'avais à côté de mon emploi, je l'ai utilisé à développer ma notoriété et à créer des contenus. J'étais créateur de contenu avant que le thème n'existe. Non, c'est génial et c'est un point essentiel, c'est que on est quand des gens se lancent dans l'entrepreneuriat, créent une entreprise, ils vont être tout feu tout flamme, ils vont peut-être quitter leur job, etc. Et en fait, c'est dur. Oui. On va pas se mentir, c'est difficile, c'est dur. Moi, je pense que ça fait 10 ans et j'en suis pas encore à ce que je veux faire. Donc, il faut prendre conscience qu'il faut quand même garder une sécurité financière parce que parfois, on n'est pas tout seul, on a peut-être des enfants, on a peut-être une famille et faut pas les mettre dans le rouge. Il faut garder une sécurité et c'est important de le dire que tu as gardé ton job à côté. Absolument.
pour pérenniser et sécuriser au cas où ça marche pas ou ça prenne du temps, tu vois. C'est déjà assez prenant, stressant, et parfois même oppressant d'avoir sa propre entreprise. Tout le monde n'a pas l'étoffe de l'entrepreneur. Ouais. Si en plus on a la pression financière, et je le vois autour de moi, les entrepreneurs qui tombent les uns derrière les autres parce que ils profitent des indemnités chômage qu'ils peuvent avoir. C'est bon, j'ai 2 ans pour me lancer, et t'arrives au bout des 2 ans et t'as toujours rien, et donc du coup ton rêve devient un cauchemar. Ouais. T'es obligé de reprendre un job alimentaire. Tu t'auto-dégoûtes de ce que tu as fait. Enfin, c'est une hécatombe. Moi, franchement, si vous avez un job aujourd'hui et que vous pouvez commencer à développer votre entreprise et votre projet en marge de ça, faites-le. Ah ouais, non, c'est super intéressant. Bah écoute, est-ce que t'as d'autres choses à dire sur ton histoire? Parce que c'est vrai qu'on a bien fait le tour. J'avoue que t'as bien condensé, t'as bien parlé au final. J'aurais pu faire plus long, oui. Voilà. Atsi, petite question. C'est quoi la conférence aujourd'hui dont t'es le plus fier? Qui t'a, pas forcément la plus grosse, mais celle où, je sais pas, qui t'a pris au trip, tu vois, où t'as ressenti en effet, waouh, j'ai fait ça, quoi. Ou alors c'est peut-être toutes. Non. Alors quand tu parles de conférences, je vais te répondre en 2 temps. Le premier temps, c'est parmi toutes les conférences que j'ai, parce que j'ai 5 conférences différentes dans mon catalogue. J'ai celle qui s'intitule l'audace de l'optimisme. C'est celle que je préfère et c'est celle qui pour moi est le plus au point et à 100% au point. Je l'ai donnée des centaines de fois. C'est celle où tu mets un sac poubelle sur toi. Voilà, celle où je mets un sac poubelle sur moi. C'est une conférence qui marche à tous les coups, les gens rient à tous les coups. Voilà, en fait c'est l'équivalent d'un spectacle d'un humoriste quand il a un spectacle qui est au point. Un humoriste adore le donner parce qu'il sait que ça fonctionne dans la salle. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça. Alors après il y a des conférences qui m'ont marqué autant en bien qu'en mal parce que il faut savoir que quand tu fais plus de 1000 fois, quand tu fais plus de 1000 conférences, tu as quasiment tout vu. Hein, c'est un métier de scène aussi. Il faut savoir que être conférencier, c'est faire un métier de scène. Il faut l'assumer ça aussi. Hein. Donc, t'as les mêmes contraintes qu'un artiste. Il y a la scène, il y a de la lumière, il y a du son, il y a des techniciens, et t'as les mêmes problèmes que les artistes. Moi, je me souviens par exemple d'une conférence que j'ai donnée dans un conseil général. Pour tous les cadres du conseil général dans la région parisienne. C'était pour l'Île-de-France. Donc, j'étais là avec tous les cadres, donc des fonctionnaires, dans leur amphithéâtre, dans leurs propres locaux. Je donne la conférence et pendant que je fais mon sketch du sac poubelle, à gauche et à droite de la scène, donc c'est un amphi, à gauche et à droite, il y a 2 doubles portes qui sont instantanément défoncées avec un fracas de dingue, avec des agents qui font la grève et qui viennent manifester dans la salle parce qu'ils savent que tous les managers sont là. Ils viennent avec leurs banderoles, avec leurs revendications, ils prennent d'assaut la scène, donc je disparais derrière une masse et là je regarde le président, je fais quoi? Il fait, écoutez, il vient, il me fait, écoutez, on est en réunion, les gars, sortez d'ici, je sors avec vous. Il fait sortir tout le monde. Il revient dans la salle, il fait, bon, monsieur Poulart, reprenez, continuez. Et là, tu es là, tu te dis, waouh, je dois reprendre après ça. Voilà, et donc tu te retrouves devant ça. C'est une expérience qui doit être bien marquante quand même. Ouais, ça c'est marquant. Et là tu dois reprendre, tu dois te remettre dans l'énergie, etc. C'est déjà où tu en étais. Puis bon, ça te pète l'énergie parce que forcément dans la salle il s'est passé un truc, donc tu perds ton public, il faut le récupérer. Mais même toi l'énergie, il faut arriver à se remettre dedans. Donc ça c'était assez marquant. J'en ai eu d'autres comme ça. Hein. Je pourrais te raconter des bonnes, mais les bonnes j'en ai tellement, ce serait trop long, mais plutôt des moments marquants où j'ai eu des échecs. Je me souviens aussi que j'étais à Paris dans un Marriott sur les Champs-Élysées. Je devais faire une conférence devant 300 avocats du barreau de Paris. Ambiance très morose, ambiance très lourde. Tu sens que tu viens dans une atmosphère pesante. C'est pas grave, toi tu viens avec ton énergie, tu dis moi mon rôle de toute façon c'est de mettre du sourire dans la salle, je vais parler d'optimisme, je vais leur envoyer ça. Je fais mon sketch du sac poubelle à nouveau et il y a un moment donné dans mon sketch du sac poubelle, je fais un trou, je perce un trou, je commence à regarder l'extérieur et entre le moment où je suis rentré dans le sac poubelle et je fais ce trou, la moitié de la salle avait disparu. C'est-à-dire qu'ils avaient quitté la salle. Et là, t'es dans ton sac poubelle et tu dis waouh. Et pendant que tu regardes, tu vois les gens continuer. Il y a une hémorragie dans la salle. Tu vois les gens qui continuent à se lever et qui se barrent. Et tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe là? Ils s'en vont. Et donc tu continues. Donc à l'intérieur, je suis liquéfié, mais je ne montre rien. Voilà. Il y a une stature à garder. Voilà, the show must go on. Tu sors la tête du sac poubelle et tu te dis mais
il reste plus qu'un tiers de la salle dans l'amphi. Et tu comprends rien. Et alors, à ce moment-là, je jette un regard dans les coulisses et je vois le président du barreau qui me fait encore pire, donc il en rajoute. Okay. Donc je vois qu'il est pas content de ma prestation. Mais moi, je comprends pas. Parce que j'avais déjà fait ça des centaines de fois, ça a toujours marché. Pourquoi ça marche pas là? Et donc, je termine la conf, je suis dépité, je dis au président, écoutez, je vois que ça n'a pas marché, je vous envoie la facture. J'estime que la conférence n'a pas été honorée, je ne vous la facture pas. Il me dit non, c'est bon, il a insisté pour avoir la facture. Et ensuite, on me dit en débrief que j'ai infantilisé le public. Ok. Ils ont trouvé ça infantilisant. Voilà, on est dans des métiers intellectuels. Tu nous as pris pour des gamins, ça nous a pas plu. Et donc j'étais complètement dépité, remise en question. Punaise, jamais de ma vie j'avais pensé que ça. Surtout que tu l'as fait déjà plein de fois. T'as jamais eu ce retour-là. C'est juste une allégorie, quoi. C'est une métaphore. En quoi une allégorie peut être infantilisant. Et des années plus tard. Mais vraiment, je pense 10 ans plus tard, on me refait une demande de conférence pour un autre barreau d'avocats, mais en Normandie. Ok. J'ose pas. Je suis traumatisé. Parmi ces demandeurs, il y a une amie qui me dit, écoute, non, mais c'est pas Paris, ils sont plus bienveillants. Je connais ton histoire, ça va le faire. J'y vais la boule au ventre, et vient le moment où je dois faire mon sketch du sac poubelle devant d'autres avocats d'une autre région, et je me dis, punaise, forcément, t'as toutes les émotions qui reviennent. Tu m'étonnes. Et là, ils sont restés. Et donc, tout s'est bien passé. J'ai été applaudi. J'ai été ovationné. Et donc, à un moment donné, lors du cocktail, je parle à différents avocats, là, et je leur raconte l'histoire. Et je leur dis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent, écoutez, Michel, on va vous dire vraiment ce qui s'est passé. La vérité, c'est que vous ne les avez pas infantilisés, mais vous avez mis le doigt sur un problème qu'ils vivaient tous. C'est que la dépression nerveuse est dans le métier de l'avocat, dans l'industrie des avocats, est probablement l'un des métiers où on compte le plus de dépressifs. T'as touché un point sensible. Et on a touché un point tellement sensible qu'ils n'ont pas supporté d'être mis le nez sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Okay. Et c'est pour ça qu'ils ont quitté la salle. Et des années plus tard, tu comprends ce qui s'est passé. Et tu c'est ça, toujours un problème en surface et t'as le vrai problème. Ouais. Okay. Et parfois, t'as la réponse des années plus tard. Alors qu'en fait, pas du tout. Au fond, mon message a marché. Pour le coup, t'as touché là où il fallait, quoi. Exactement. Bon, c'est dommage qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout parce qu'ils auraient pu avoir les solutions. Ouais. Mais parfois, t'as des réponses à des angoisses des années plus tard, tu vois. Ok, super. Écoute, c'était super bien. Et je t'invite à passer à la deuxième partie. Allez, c'est parti. Maintenant, passons au cœur du podcast avec la deuxième partie, à la conquête des clients. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure que tu avais commencé en mettant des flyers. Est-ce que tu as continué comme ça pendant un moment ou au bout d'un moment, est-ce que tu as changé un peu de stratégie? J'ai très vite changé de stratégie. Ok, très vite. Est-ce que tu peux nous en parler? Très vite, parce que ce qui est bien dans l'échec, c'est que quand tu es optimiste, l'échec est une leçon. Ce sont des enseignements à prendre. Première phase, c'est l'incompréhension. Pourquoi ça marche pas? Punaise, je suis quand même bon. C'est pas moi qui l'ai dit, mais tout le monde l'a dit. Ouais. Et ensuite, tu te dis, ok, maintenant il faut se tirer les doigts des fesses parce que t'as beau tourner en rond, mais tu t'es conférencier, mais qui ne donne pas de conférence, donc t'es pas conférencier. Bon. Très vite, j'ai compris que sans notoriété, je ne pouvais pas y arriver. Le mot notoriété est vite arrivé. À l'instar d'un plombier, d'un électricien, d'un technicien ou d'un mécanicien, tu te mets sur les pages jaunes, on a besoin de toi, on te trouve, c'est pareil. Ouais. Mais dans les pages jaunes conférenciers, si t'es pas connu, personne ne vient te prendre. En fait, on vient acheter un conférencier parce qu'il est bon sur scène et que son message est mémorable, parce qu'il crée l'événement dans l'événement. Okay. Donc à nouveau, c'est vraiment, c'est pas un métier simple. Et donc très vite, en fait, j'ai ce déclic en allant dans un spectacle de Gad Elmaleh. Ok. Je vais voir Gad Elmaleh et je me dis, mais pourquoi je paye 60 balles pour aller voir un gars dont je connais les sketchs par cœur? Ah, c'est clair. Ouais. Tu payes 60 balles parce que tu le regardes, mais en fait, tous les sketchs, tu les connais par cœur. Parce que t'as envie de voir l'expérience, parce que t'as envie de voir le gars, parce que t'as envie de voir le mec improviser avec la salle, parce que t'as envie de vivre l'expérience inclusive avec tout le public. Mais tu payes 60 balles pour un mec dont tu connais tous les sketchs par cœur. Ouais. Je veux dire, objectivement, c'est insensé quand même. Et je me dis, voilà, c'est ça le truc. On me connaît pas. Qui serait prêt à payer 10 balles, 20 balles pour venir me voir? Moi en premier, même pas moi. Tu vois, je ne me payerais même pas moi-même pour venir me voir. Donc j'étais très lucide par rapport à ça. Je me suis dit, si on te connaît pas, on ne t'achètera pas.
Et on arrive dans cette ère des réseaux sociaux où donc Facebook sort. C'est l'époque des blogging, donc je fais un blog. Donc Dailymotion existait avant YouTube. Alors j'aurais pu aller à la télé, j'aurais pu faire de la radio, sauf que je n'avais pas cette notoriété-là. Je suis pas un acteur, je suis pas un politicien. Et donc le seul moyen qui pour moi me permettait d'avoir un accès relativement rapide à la notoriété, c'était de le maîtriser moi-même en créant du contenu, mais comme un dingue, au quotidien. J'avais créé un blog qui s'appelle Source d'Optimisme. D'ailleurs, il existe toujours, sourcedoptimisme.com, que j'ai alimenté tous les jours. Tous les jours, j'écrivais des articles. Tous les jours, je cherchais des histoires. J'étais moi-même consommateur de contenu pour m'inspirer, pour trouver des histoires inspirantes, pour trouver des métaphores, des allégories, pour écrire des articles. Donc ça, au départ, c'est qu'au format texte. Format texte. Format texte avec, alors j'ai un avantage, c'est que dans mon passé, avant de rentrer dans la vie active, j'étais, en tant qu'étudiant, j'ai travaillé dans un journal belge qui s'appelle le Télémoustique et j'ai fréquenté des journalistes qui m'ont appris déjà à l'époque à écrire un article. J'ai écrit des articles pendant mes vacances scolaires. Donc cette expérience t'a servi. La notion de faire un texte, de faire un titre, de choisir les photos. Donc j'avais cette facilité-là. J'aimais ça. C'était pas une contrainte, c'était un plaisir, mais c'était extrêmement chronophage. Je ne regardais même plus la télé. Je ne faisais rien d'autre que de créer du contenu. Donc, créer de la notoriété grâce à Internet. Ensuite, très vite, j'ai fait de la vidéo. Alors, certaines vidéos sont encore en ligne, d'ailleurs. Ceux qui veulent aller voir sur Dailymotion. Au bout de combien de temps tu t'es mis à faire la vidéo? Très vite. Très vite. Parce que Dailymotion existait. Je me suis dit, je vais faire la vidéo. J'ai très vite compris aussi que c'était un moyen d'avoir ta propre chaîne à toi et d'avoir ta propre communauté. Si tu peux pas passer à la télé, fais au moins de la vidéo et bien sûr, sur un malentendu, on te trouve. Et c'était chouette. J'ai pas, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que bon, c'était le montage de l'époque. C'était même en 4/3, c'était même pas en 16/9, c'était en 4/3, hein. Donc je pense que je suis Mais fallait bien commencer, quoi. Mais je pense que je suis un précurseur dans ce milieu en tant que créateur de contenu. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tu fais ça, mais tu vends toujours pas de conférences, donc le découragement est toujours au rendez-vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'étais à 2 doigts de me décourager, à chaque fois, j'ai reçu des signaux. Alors, quand on est optimiste, on cherche toujours ces signaux forts qui vont te dire, mais non, continue. Parce que jusque-là, je publiais beaucoup, mais j'avais aucun résultat. Donc, je devais quand même me résoudre. Et j'étais toujours salarié, hein. Toujours salarié à ce moment. Et un jour, je reçois un message sur Facebook. Donc, entre-temps, Facebook existe. Je suis sur Facebook, etc. Je reçois un message sur Messenger de quelqu'un que je ne connais pas et qui me dit, elles sont chouettes vos vidéos, hein. J'ai une question. Est-ce que vous lisez un prompteur? Je dis, qu'est-ce que c'est que cette question? Mais à quoi ça rime, cette question? Et donc, je réponds, je dis, oui, je lis un prompteur, parce que je lisais effectivement déjà à l'époque un prompteur. Et il me répond dans la foulée, bravo, ça se voit pas. Et là, je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Mais le mec, pourquoi il me demande ça? Et donc, ça me met la puce à l'oreille, je vois son nom, Richard Joffo, qui est un ami encore aujourd'hui, hein, on est encore amis aujourd'hui. D'ailleurs, je l'appelle mon grand frère. Je regarde, je le googlise. C'est un réflexe que j'ai, je googlise beaucoup les gens. Et je vois que c'est un producteur d'émissions à la télé, producteur de chanteurs, pour ceux qui ont connu les années 80, producteur des mini-stars. Vous savez, les mini-stars dansent autour de la terre, chantent. Donc, c'était lui le producteur de ce groupe. Pas n'importe qui. Donc, le gars, il a un pédigré. Il a une école, il a l'Académie audiovisuelle, il préside l'Académie audiovisuelle. Tu te dis, un producteur télé qui te dit que t'es bon, j'avais pas besoin de beaucoup plus pour me stimuler à continuer. C'était le signe qui te dit, ok, et là sur le bon chemin, je me dis, je vais faire de la télé. Bah oui, tu t'enflammes, tu vois. Bon, il se passe rien, voilà. Et donc, revient encore une autre phase où je me redécourage parce que tu continues, mais il se passe toujours rien. Et je reçois un mail. Bonjour, j'adore vos vidéos, elles sont sympas. Est-ce que vous m'autorisez à les rediffuser dans mon propre réseau? Amicalement, Raphaël Ricci. À l'époque, nous sommes à l'époque de la première génération de la Star Academy. Donc, la Starac est en pleine effervescence à l'époque, et Raphaël Ricci, c'est l'une des coachs scéniques de la Starac. C'est l'une des coachs les plus sévères de la Starac. Je vois son nom, je me dis, bon, c'est un homonyme, c'est pas... Et je lui dis oui, volontiers. PS, est-ce que vous êtes la Raphaël Ricci de la télévision? Et elle me répond, oui, c'est bien moi. Tu dis, waouh!
la nana que je vois à la télévision, que j'admire parce que j'adore sa façon d'enseigner, etc., me fait le compliment que c'est non seulement chouette, mais en plus, elle va les diffuser sur son réseau. Incroyable. Et elle l'a fait. Donc, à chaque fois que je faisais une vidéo, je devais lui envoyer un mail pour dire, voilà, la vidéo est sortie. Et elle les rediffusait. Incroyable. Et tu dis, waouh, c'est cool. Ça y est, je vais faire de la télé. Bon, toujours rien. Il se passe rien. Et ensuite, je suis découvert par Kenza Brega. Kenza Brega qui fait partie du premier Loft. Ok. Et elle me contacte en me disant qu'entre-temps, elle fait une émission de radio et elle aimerait me faire intervenir en tant qu'expert dans son émission. Et je commence à faire de la radio avec elle. Incroyable. Mais je donne toujours pas de conférence. Donc j'ai fait plein de trucs. J'ai été repéré par des gens, j'ai été encouragé par des gens, mais je ne donnais toujours pas de conférence. Qu'est-ce qui me manquait? Il me manquait les bons conseils. Et au fond, je me suis rendu compte que la notoriété, c'est important, mais être sur la bonne niche et être dans le bon secteur l'est tout autant. Et au fond, à l'époque, je donnais des conférences en développement personnel grand public, et très vite, le grand public, c'est le public le moins fidèle en fait. Ouais. C'est le public le moins loyal. Oui, c'est le public le plus volatile. Tout le monde. C'est le public le plus volatile. Voilà, exactement. Mais ça, j'en avais pas conscience. Ouais, bien sûr. Ok. Jusqu'au jour où je fais une nouvelle rencontre, parce que justement mon succès c'est une histoire de rencontre justement. Moi je crois pas aux gens qui me disent je me suis fait tout seul, ça n'existe pas. Non. À un moment donné ils ont toujours rencontré quelqu'un. Bref. Dans ce parcours-là, je continue à nourrir mes compétences de conférencier parce que en tant qu'optimiste, j'ai une conviction. C'est que j'échoue, mais je suis en train de me bonifier. Je suis en train de devenir meilleur et meilleur parce que ma conscience c'est plus je publie, plus je deviens expert dans la matière. Et le jour où on me demande de venir sur scène, punaise, je serai prêt. T'avais conscientisé du coup que cumuler des échecs, c'était plus un apprentissage que c'est juste un échec, quoi. Oui, c'est l'histoire de ma vie, c'est mon attitude, c'est mon état d'esprit. J'échouais, mais j'étais en train de devenir meilleur et meilleur. Ok. Si demain la télé m'invite à faire une émission de radio, je suis prêt, mec. Ouais. Je suis prêt. Je suis à l'aise devant la cam, je suis à l'aise devant un prompteur, je suis à l'aise devant tout ce que tu veux. Ça m'avait formé. Tous ces essais m'avaient formé. Et donc, moi, je m'accrochais à ça, c'est, ok, tu donnes pas de conf, mais quand tu vas en donner, tu seras prêt et ce sera exponentiel. Ça, c'était ma conviction profonde. D'accord. Et j'ai eu raison. Et un jour, je découvre, je continue à alimenter donc mes compétences, je regarde toujours beaucoup de conférences, parce que si tu fais un métier, il faut toujours t'inspirer des autres, te nourrir de ce que les autres font, pas pour les copier, mais vraiment pour connaître le métier. Et je tombe par le plus pur des hasards sur une vidéo de Philippe Gabillier. Philippe Gabillier, qui lui aussi est expert en optimisme et fait des vidéos sur la chance, il fait le buzz sur Internet, et je découvre ce gars, je tombe amoureux de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, sa façon de parler, je trouve qu'il parle bien. Et je me dis, enfin un bon orateur français, parce que je voyais que les orateurs... Toi, tu regardais beaucoup des Américains. Oui, parce que pour moi, les Français parlent mal. Ça va mieux aujourd'hui, mais voilà, on n'y est pas encore. Et je me dis, waouh! Et il devient mentor. C'est mon mentor. J'achète ses bouquins, je regarde ses conférences. Et un jour, je vois qu'il vient à La Rochelle pour donner une conférence. Je vais à La Rochelle, je fais les 3 heures de route. Je monte à La Rochelle, je le regarde. Je me dis, waouh, il y a 600 personnes dans la salle. Mais punaise, mais c'est ce que j'aimerais tellement faire. Il fait ce que j'aimerais faire. J'assiste à sa conf, un kiff monumental. Je le rencontre. Et en le rencontrant, je me présente. Et ça, c'est une histoire bouleversante émotionnellement. C'est là où j'ai envie de dire, on ne se rend pas toujours compte de l'impact qu'on a sur les autres, même quand on n'a pas de résultat. C'est-à-dire que j'avais créé tellement de contenu que j'étais focus sur ce que moi je n'avais pas, mais je n'avais pas conscience que ça faisait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et que beaucoup de gens étaient en train de me suivre. Mais parce que tu le vois pas non plus. Tu le vois pas. Pas. C'est l'inconvénient d'Internet, c'est que tu ne conscientises pas. C'est comme si tu semais des graines, mais que tu n'étais pas maître de ce qui était en train de se passer dans le champ. Ouais. Ça me fait penser à une image qui a circulé où tu vois une photo où les mecs ils creusent. Oui. Et il est juste devant le trésor. C'est ça. En fait, c'est les graines que tu sèmes et il y en a un il s'arrête et l'autre il continue. En fait, il arrive à le trésor. Et ça me fait un peu penser à ça. C'est exactement ça. Je vais le trouver. Il est en séance de dédicace. Je me présente, je suis là juste pour lui dire bonjour et pour le remercier et pour lui dire que j'aime ce qu'il fait. C'est mon seul objectif. Il dépose son stylo parce qu'il était en train de dédicacer un livre. Il me regarde avec des yeux écarquillés, il me fait « C'est toi, Michel Poulard ?» Et là, incroyable. Non, tu t'y crois pas, tu te dis « Mais il y a une caméra, c'est pas possible, c'est une blague. » Tu vois, et en fait, il me dit « Mais c'est génial ce que tu fais. » Trop bien. Et là, tu dis « Waouh, ton mentor, qui te connaît,
qui dit c'est génial ce que tu fais. Il me dit et je parle de toi dans mon nouveau livre. Mais non. Tu te dis mais alors je savais même pas qu'il y avait son nouveau livre. Il prend la page, il me dit tiens regarde, je cite ton blog sourcedoptimisme.com, je parle de toi. Je dis mais non, mais c'est pas possible. Ça c'est dingue. Et il me fait tu dois en donner plein de conférences quand même hein. T'es bon parce que j'ai vu tes vidéos. Et là frustré, je lui dis bah non justement. Je comprends pas, moi. Puis il fait, comment ça t'en donne pas? Lui-même est étonné que je n'en donne pas. Ah ouais. Il m'invite à m'asseoir à côté de lui. Donc, il est en séance de dédicace. Je m'assois à côté de lui. Il continue à converser avec moi. Il m'invite à dîner. Et dans ce dîner, il me fait plusieurs révélations. Il me dit, dans quel secteur d'activité je dois me concentrer. Donc, il me dit, arrête le développement personnel, va en entreprise, ils font des séminaires. Et dans les séminaires, ils demandent des intervenants externes. C'est là que tu dois aller. Ensuite, combien tu te vends? J'avais aucune idée de ce que valait un conférencier. Moi, j'avais vendu une fois une conférence 800 €. Pour moi, c'était extraordinaire. Il me fait, mais jamais de la vie. Et il commence à me dire ce que je vaux. Donc, il me dit où je dois aller, le prix que je vaux. Et il me donne des astuces à mettre en pratique immédiatement. Et là, c'est la révélation. Il s'engage. Il me dit, écoute, la prochaine fois que j'ai une conférence que je peux pas honorer, je te recommande. Ok. Donc, il te dit que le jour où il peut pas, c'est toi qui viens le remplacer, quoi. Donc, tu imagines bien qu'à la fin de cette journée, moi, je suis euphorique. Je suis complètement euphorique. Je me dis, punaise, la rencontre, la générosité, l'authenticité, la gentillesse de ce bonhomme. Et dans toute la voiture, je rêve, mais je m'enflamme pas trop. Ok. Parce que tu en connais aussi, on en connaît tous, des gens qui t'ont fait des promesses. Oui, il y en a beaucoup. On serait tous millionnaires si tout le monde avait tenu leurs promesses. Donc, je m'enflamme pas. Je me dis, écoute, il m'a promis de m'envoyer des clients. C'est bien, mais s'il le fait pas, c'est pas grave. Il m'a déjà rendu service en me disant ce que je devais faire, ce que je valais, comment m'y prendre. C'est déjà énorme. Mais ça me permettait de faire un tournant, mais à 180 degrés dans ma carrière professionnelle. Et ça m'a permis de concentrer ma communication autrement, de publier autrement, de changer le ton que j'avais. Et peu de temps après, je pense même pas un mois après, peu de temps après, je me souviens plus exactement, mais peu de temps après, je reçois un appel téléphonique d'une entreprise qui m'appelle et qui me dit bonjour, c'est monsieur Philippe Gabillier qui nous a recommandé. Je me dis, oh, il a tenu parole. Ok. Il m'a effectivement recommandé. Et c'est Philippe Gabillier qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai donné ma première conférence en entreprise, puis une deuxième, puis il m'a recommandé comme ça une dizaine de fois. Et c'est ce que je dis toujours aux conférenciers, si tu fais une bonne conférence, t'en vends toujours d'autres derrière. Ouais, bien sûr. Et en fait, l'idée que j'avais, que j'étais prêt et que ça allait devenir exponentiel, j'ai eu raison, parce que j'en ai donné une, puis 10, puis 20, puis 40, puis 80, puis 100. Donc voilà, ça a fonctionné. Et il y a eu combien de temps entre le moment où tu te dis je vais devenir conférencier et le moment où vraiment ça décolle, tu vois, vraiment 1, 2, 3, 4, 5 Ça m'a pris, alors pour moi, j'ai décollé, pour estimer d'avoir décollé, c'est quand j'ai donné ma démission. Ok. C'est-à-dire que je générais suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir pallier à mon salaire de salarié. Et en fait, j'avais un peu peur, j'avais la frousse. La première année où j'ai fait ce chiffre d'affaires-là, je me suis dit, je vais quand même le faire une deuxième année. On sait jamais. J'avais peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Ouais, bien sûr. Et la deuxième année, j'ai doublé ce chiffre d'affaires. Ok. Et là, j'ai dit, je donne un DEM. Et ça m'a pris 6 ans. 6 ans. Ok. 6 ans à galérer tout seul, avant de pouvoir percer et avoir du succès et à vivre de ce métier. C'est intéressant ce que tu dis parce que au moins ça montre que moi j'ai pas envie de vendre du rêve, j'ai envie de dire la vérité et que ça prend du temps. Ouais. C'est une aventure qui est incroyable. Je trouve même humainement on apprend beaucoup sur soi, on apprend, on grandit énormément, mais il faut accepter de se dire que ça va pas se faire du jour au lendemain. Non. Il y a un gros travail à faire. Il y a un gros investissement de temps. Moi, j'en ai marre de ces Instagrammeurs. Vendeurs de rêves. Ouais. Et on te dit, voilà, tu vas faire cette formation. C'est du bullshit. Et moi, j'aime bien rencontrer des gens comme toi qui vont dire, aujourd'hui, on voit la partie succès, mais il faut montrer qu'il y a eu du travail derrière et que ça en vaut la peine. Il faut avoir le courage de le faire. Et t'en es un exemple parfait. Et merci pour ça, quoi. Bah, merci. Moi, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de gens au téléphone ou beaucoup de gens qui me contactent, pour demander des renseignements sur mon école, pensant que venir dans mon école de conférencier, ça va les rendre, avoir du succès. Et je leur dis toujours, non, attention, passer entre les mains de mon école,
c'est un accélérateur parce que t'es plus tout seul, parce que je connais le chemin. Ça parce donne que les bons outils. Tu feras pas les mêmes erreurs que moi, donc ça te prendra peut-être pas 6 ans. Mais il y a quelque chose qui est incompressible, c'est le temps et c'est la notoriété. On peut peut-être même faire une équation entre notoriété et temps. C'est qu'à un moment donné, tu peux suivre toutes les formations que tu veux, même la mienne, je peux t'accompagner le mieux possible. Tu peux avoir la meilleure conférence du monde possible, mais si tu ne travailles pas ta notoriété, si tu ne travailles pas ta communication sur les réseaux, eh bien, tu ne perceras pas. C'est aussi simple que ça. Et beaucoup de gens déchantent parce que ils se disent c'est bon, maintenant je suis conférencier. Ben non, on te connaît pas. On te connaît pas. Ouais. Donc et ça prend du temps. Et tous ceux qui passent par mon école et qui font aujourd'hui partie de ma troupe Inspire Expire le savent. Ceux qui tirent leur épingle du jeu sont ceux qui communiquent tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est super important. Tous les jours. Et justement, on parlait donc là, c'est une histoire de rencontre, de rencontre. Et si on bascule un peu plus sur les réseaux sociaux, c'est quoi un petit peu que tu as fait? Donc tu publiais de manière récurrente sur YouTube, c'est ça? Enfin au départ Dailymotion, ouais. Après YouTube, oui. Après tu as été peut-être sur du Facebook, etc. C'était un peu... Qu'est-ce que tu publiais? C'était quoi un peu la récurrence? C'était quoi le genre de contenu que tu mettais? J'ai tout testé. En fait, j'ai un avantage, c'est que quand je teste une idée et que je trouve qu'elle est mauvaise, je passe vite à autre chose. Okay. Et en fait, je suis quelqu'un qui a testé plein de formats différents. Okay. Plein. Et je laisse aussi le temps au format de s'installer parce que j'ai aussi conscience pour qu'un format prenne, il faut parfois du temps. Ouais. Hein, ton premier podcast, il a pas eu autant de succès que ton 10e et ton 100e. Hein. Je te souhaite de fêter la 100e prochainement. Donc, mais à un moment donné, il faut pas s'acharner. Il faut passer à autre chose, avoir peut-être une autre idée. Donc j'ai fait plein de formats différents, des formats photos, des formats vidéo, des formats texte. J'ai fait plein de trucs différents. Sur Facebook, j'ai eu très vite un succès fulgurant. Okay. En très peu de temps, j'ai vu cumuler 150 000 fans sur la page Michel Poulart CSP. Avec 150 000 fans, tu te dis waouh, c'est génial. Sauf qu'effectivement, c'est du grand public. Quand tu regardes les statistiques, tu te rends compte que la majeure partie des gens viennent du Maroc, du Maghreb, de France. Mais à nouveau, c'est beaucoup de particuliers. Et l'erreur que j'ai commise, c'est de rester trop longtemps sur Facebook. Okay. Et que je me suis pas assez investi sur LinkedIn alors que c'était là que ça se passait. Et ça, c'est l'erreur monumentale que j'ai faite. Alors aujourd'hui, je suis sur LinkedIn de façon plus récurrente depuis maintenant 4 ou 5 ans. Okay. Mais je crois que j'ai perdu 4 autres 5 années à ne pas m'investir sur LinkedIn parce que c'est là que ça se passe réellement. Et justement, on va parler de LinkedIn, c'est intéressant. C'est quoi un peu la récurrence et comment tu as vu un peu les opportunités arriver, s'il y en a, comment ça s'est fait, tu vois? Tu veux une réponse honnête? Vas-y. Parce qu'elle va faire peur à nos auditeurs. C'est pas grave. Parce que quand je la dis, ça fait peur à la majeure partie des gens. C'est une réponse que je donne de mon expérience, mais de l'expérience de ceux qui sont les top voice de LinkedIn. Pourquoi ils sont top voice? Parce qu'ils sont là tous les jours. Ouais. Tous les jours. Il n'y a pas de secret. Hein. Et là, je vois beaucoup de yeux. Tous les jours? Non, mais tu te rends compte? Ben oui, c'est tous les jours. Ça fait partie de ton taf. Et je vais même plus loin. Les top voice publient même parfois 2 fois par jour. Et tu veux que je te fasse peur? Certains même 3 fois par jour. Mais alors tu deviens esclave des réseaux sociaux? Non, parce que ça doit être aussi une partie de plaisir. J'aime faire ça. Ouais. J'aime vraiment faire ça. C'est un point essentiel, ça. Parce que au travers des réseaux sociaux, je n'en fais pas. Alors parfois, y a des moments où tu dis bon, c'est bon, j'en ai marre. Il faut savoir pouvoir lâcher prise. Il faut s'autoriser à ne pas publier un jour ou deux. Quoique aujourd'hui, il y a même pas d'excuse parce que tu peux programmer des publications. Ouais, c'est ça. Tu peux te foutre la paix pendant une semaine, même un mois. Moi, j'aime bien. Alors, je fais ça de temps en temps, mais moi, j'aime bien faire des publications qui me viennent sur l'instant, de l'instantanéité, de l'authenticité, etc. Mais LinkedIn, c'est au quotidien. Même le week-end? Ben ouais. Même le dimanche? Ben ouais, parce que comme toi, tout le monde est sur LinkedIn, même le dimanche. Donc, mais il faut pas que ça devienne une contrainte. Il faut que ce soit un plaisir de partager, un plaisir de faire plaisir, tu vois. Donc, pour moi, ça n'a jamais été une contrainte. J'aime faire ça, j'aime voir des posts parfois. Alors parfois je publie des posts pour me faire plaisir. Je le fais pas pour faire le buzz. J'ai arrêté ça. Parce que pendant un temps, je passais du temps à réfléchir, à peaufiner le texte, et puis au final, je me rends compte aujourd'hui que ce qui compte réellement, ce qui marche réellement, c'est l'authenticité. Ouais, c'est la connexion que vont avoir les gens, et je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai complètement lâché l'aspect vouloir faire des posts hyper bien travaillés. Alors, j'ai une structure, mais que j'aime bien faire, mais c'est surtout essayer de connecter avec les gens, et je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas de secret, la récurrence. Alors, effectivement, au départ, pour une personne, je trouve, publie 1 à 2 fois par semaine pour se mettre dans le bain.
Mais il n'y a pas de secret. Si tu publies tous les jours, c'est ce qui va faire la différence. Après, et il y a des techniques, il y a des moyens. Ça devient un automatisme. C'est ça. Au début, c'est une souffrance. Parce que moi, on me dit, mais tu passes combien de temps? En fait, je passe plus de temps à consommer du contenu qu'à en créer. Ouais. Parce que ce que je dis toujours, parce qu'il y a des gens qui ont toujours ce problème du syndrome de la page blanche, ben là, je vais te donner un conseil qui marche vraiment. Pour être créatif, si tu veux de l'inspiration, il faut de l'information. Mais oui. Aucune personne ne trouve l'inspiration sans nourrir son esprit de ce qui se passe autour de toi, d'actualité, dans ton domaine d'activité ou d'actualité en général. Tu commentes l'actualité, mais il n'y a pas d'inspiration sans information. Donc, je suis moi-même un gros créateur de contenu dans un premier temps pour comprendre la mécanique peut-être d'un réseau social. Par exemple, TikTok. Je suis présent sur TikTok aussi. J'ai près de 40 000 abonnés sur TikTok également. Mais avant de me lancer sur TikTok, j'ai consommé du contenu. Je me suis dit, mais c'est quoi ce réseau social de nana qui danse à moitié à poil? Puis je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de professionnels. J'ai compris que l'algorithme te donnait ce que tu regardais. Donc, à partir du moment où je regardais plus ces petites minettes, parce que j'en pouvais rien, moi, mais j'ai commencé à regarder d'autres vidéos et donc l'algorithme est très réactif et très vite tu es alimenté par d'autres vidéos du même style et tu te rends compte que les professionnels sont aussi sur ce réseau-là. Ouais. Bon, c'est pas là que tout se passe non plus. Hein. À nouveau, pour moi, c'est LinkedIn où tout se passe. Ouais. La créativité, ça devient un automatisme à un moment donné. Et si tu publies 1 à 2 fois par semaine, tu peux pas créer d'automatisme. Ouais. Bon, en tout cas, oui, pour moi, la créativité, rien ne se crée, rien ne se détruit. En fait, c'est juste la créativité, c'est les choses que tu vas voir, tu vas faire des ponts, des connexions, et c'est ça qui fait que tu vas sortir des choses parfois qui vont être similaires à quelqu'un d'autre, mais ça va être avec ta patte, ta manière de parler, ta manière de faire. Donc ouais, c'est ça. J'ai envie, si tu me permets, juste de rebondir sur ce qu'on dit, parce que je pense que c'est important, parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent ouais, mais vaut mieux publier 1 à 2 fois par semaine que pas du tout. Oui, dans l'absolu, mieux vaut 1 ou 2 fois par semaine, d'accord. Sauf qu'il y a une autre réalité, c'est la réalité des algorithmes et la réalité de la quantité de contenu qui existe. C'est qu'aujourd'hui, tu as, alors bien entendu, plus de 95% des utilisateurs LinkedIn sont des utilisateurs qui sont ce qu'on appelle les utilisateurs fantômes, c'est-à-dire qu'ils lisent mais ils réagissent pas, ils publient pas. T'as que 1%. Ouais, il y a que 1% qui publie réellement, mais néanmoins, sur 1%, ça fait beaucoup de contenu. Et plus tu es abonné, plus tu reçois du contenu. Mais c'est qu'à un moment donné, si tu publies qu'1 fois par semaine, tu es noyé dans cette masse de contenu et on ne te verra pas non plus. Donc, se dire oui, mais 1 à 2 fois par semaine, c'est mieux que rien. Eh ben, je suis désolé, ça va être hard, mais c'est quasiment rien. Parce qu'on te verra pas. Parce qu'on te verra pas. Donc pour synthétiser, donc toi tu as gardé déjà ton job à côté pour pouvoir lancer cette activité de conférencier. Derrière, en fait, tu as créé du contenu, tu as semé des graines, et tu t'es rendu compte qu'au final, tu as eu des espèces de semblants d'opportunités, mais voilà, c'est qu'au fur et à mesure de continuer de faire et de pas lâcher, qu'au bout d'un moment, tu as été tombé sur la bonne personne. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est une histoire de rencontre. Donc, il y a eu la bonne rencontre qui t'a un peu propulsé. Et après, derrière, il y a eu les réseaux sociaux où, au départ, tu t'es concentré beaucoup sur Facebook. YouTube, YouTube, mais qui lui du coup t'a apporté du retour, et Facebook qui au final c'était pas la bonne cible. Et après derrière tu t'es donc basculé sur LinkedIn et sur d'autres réseaux. Mais si on focus sur LinkedIn, après c'est du coup publier de manière récurrente pour effectivement, même s'il y a que 1% des gens qui publient, ça fait quand même une grosse masse de personnes qui publient, pour pouvoir un peu que les posts sortent du lot, quoi. Et c'est ça, exactement. T'as bientôt résumé. Bon, on peut s'arrêter là, non? Ok, écoute, on va passer maintenant à la 3e partie, qui sera la dernière partie. Très bien. Finissons ce podcast avec la 3e et dernière partie, l'impact de la vidéo. Ok, pour cette 3e partie, c'est une question que j'aime bien poser. C'est toi, qu'est-ce que tu penses de la vidéo dans l'entrepreneuriat? Et je pense que ça va bien te parler. Je pense que là, nos auditeurs auront compris que la vidéo fait partie de mon mode de fonctionnement, puisque je fais la vidéo même avant que YouTube n'existe. Elle est essentielle. Essentielle, et ça fait des années que les pronostics nous disent qu'elle sera de plus en plus essentielle, et ça s'avère être une vérité, et ce sera une vérité qui va se confirmer encore dans les années qui suivent. La vidéo est le seul moyen de créer un vrai lien. Avec une audience qui va créer un lien émotionnel avec toi, pas que professionnel. À l'ère de l'intelligence artificielle qui fait peur à bon nombre de gens, qui transforme notre société, qui transforme nos métiers, qui fait littéralement peur à beaucoup d'entreprises, et
et à raison, hein, parce que c'est vrai que des métiers disparaissent et vont disparaître. Là, l'optimiste va encore dire, au fond, c'est le cycle de la vie. Les métiers ont toujours existé, ont toujours disparu. Si tu vas au Palais des Papes à Avignon, dans le musée du Palais des Papes, il y a une stèle sur laquelle il est inscrit tous les métiers qui n'existent plus du Moyen-Âge. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a des centaines. Il y a des centaines de métiers qui n'existent. Et en fond, quand tu regardes un petit peu l'histoire, l'histoire est faite de métiers qui ont existé, qui n'existent plus, qui ont été recréés, qui s'est réinventé. Je veux dire, quand l'électricité est arrivée, ça a fait autant peur à l'humanité que l'intelligence artificielle aujourd'hui. Clairement. Parce que l'électricité, ça va être la fin des bougies, la fin du feu, la fin de plein de métiers. Même l'arrivée d'Internet, hein, on a eu la même chose. La locomotive, toutes les grandes innovations de l'histoire ont toujours fait peur. Moi, je pense que aujourd'hui, notre carte à jouer, c'est justement de rester humain et de développer ce contact humain avec les gens. Et la vidéo est un moyen extraordinaire pour créer une cohésion avec une audience de gens qui nous connaissent et que nous ne nous connaissons pas, un lien de confiance, une envie de travailler avec toi. Comme nous sommes des êtres émotionnels, on perçoit au travers d'une vidéo le langage non verbal d'une personne, sa façon de parler, sa voix, son énergie, qu'on ne peut pas avoir par texte ou par photo. Pour moi, la vidéo est l'opportunité la plus extraordinaire à s'autoriser à être authentique. Je dis ça consciemment parce que je rencontre régulièrement des gens qui réfléchissent à comment je dois être, comment je dois me positionner, est-ce que je serai assez expert, et alors on prend la posture de l'expert. Bonjour, je m'appelle Michel Poulart et aujourd'hui je vais vous parler d'optimisme. Mais c'est chiant. Alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de toi en vidéo. Aujourd'hui, si tu veux faire de la vidéo, sois toi. Et il n'a jamais été aussi opportun dans l'histoire de l'humanité à pouvoir révéler son authenticité. On est en besoin d'authenticité dans nos relations. D'autant plus que l'intelligence artificielle est en train de nous piquer pas mal de jobs. Eh bien, développe ce que tu as de meilleur en toi, c'est ton authenticité. Tu vois, c'est ça que je dis. Et moi, en tant que vidéaste, ce que j'aime mettre, c'est l'humain en avant, en lumière. Et ça, je sais que l'intelligence artificielle ne pourra pas me le piquer parce qu'on est dans du 100% humain. Et c'est ça qui est génial, tu vois. Et je trouve que oui, en effet, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est génial. Mais c'est ça aussi qui va permettre à l'humain d'encore plus rayonner et briller, quoi. C'est ça. Ok, super. Si demain, tu avais... c'est une question que j'aime bien poser. Si demain, tu avais budget illimité, on te dit, voilà, tu as carte blanche, genre la France se dit, voilà, monsieur Michel Poulart, vous avez budget illimité pour faire une vidéo, donc pour faire de la vidéo, voilà, il y a plus de question de contrainte de budget. C'est quoi que tu fais? Attention, là, tu me fais rêver, hein. Mais oui, mais c'est l'idée, hein. Je crée une chaîne de télé. Yes. Je crée une chaîne de télé spécialisée dans le développement personnel. Alors on me dira ouais mais ça existe déjà. Non, tu me donnes budget illimité. Ouais, budget illimité. Il y aura les personnalités, il y aura le matériel. Outre le matériel, ce sera une chaîne de rencontres dans lesquelles les gens se feront du bien. Une chaîne dans laquelle on verrait de l'optimisme, où on parlerait des actualités du monde, mais de ce qui se passe bien dans le monde. Ce serait un peu un contre-produit de BFM télé ou de CNews. Avec de l'actualité qui fait du bien, avec des émissions qui font du bien, avec des émissions où il y aura des émotions, des émissions où des gens se rencontrent ou se retrouvent. Je me souviens des émissions de télé qui ont toujours bien marché dans les années 80, 90, et de temps en temps, ils le font trop peu malheureusement, parce que ça ne fait plus assez d'audience malheureusement. C'est ces rencontres de gens perdus qui se retrouvent. Oui. Le nombre de fois où je me suis mis à chialer devant ces émissions, mais bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien. Je pense que c'est ça que je ferai. Et dans ces émissions-là, je ferai une sorte d'incroyable talent où je mettrai des gens en avant, où je propulserai des talents de professionnels que j'ai envie de mettre en avant. Parce que j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup voir les autres réussir. Je me réjouis dans la réussite des autres. Je pense que je suis né sur le mauvais continent. J'aurais dû naître en Amérique. Mais je pense que je ferai ça. Je me consacrerai à faire du bien. Et à propager le bien, quelque chose qu'on ne voit pas assez. Non, mais c'est tout à fait intéressant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles de télé, BFM, c'est beaucoup d'informations qui vont t'enfermer, te créer de la peur, de l'angoisse, et c'est vrai que créer une émission qui fait du bien,
créer une émission qui amène... Mais là, je te parle d'une chaîne de télé, carrément. Oui, une émission télévisée. Ouais, carrément. Non, une chaîne où il y a que du positif, tu vois. D'accord, il y aura plusieurs émissions, il y aura, voilà, mais c'est que du positif. Ah oui, on n'est pas sur une émission, on est sur une chaîne avec plein d'émissions. Je veux être un M6 du bien-être, tu vois. Ah, trop bien. Ah bah, tu me donnes budget d'imiter. Oui. Tu permets de rêver, je rêve. Incroyable. Non, mais c'est dingue et ouais, ça ferait... On aurait bien besoin, tiens. Bah ouais. Alors, je sais pas si ça marcherait parce que bon, il y a d'autres réalités qui font que le cerveau est quand même plus réceptif au négatif. Oui. Ça fait partie du mode de fonctionnement cognitif. Ouais. Mais je pense qu'on a ses chances de pouvoir avoir une bonne audience. Ouais, et puis après, je me dis, tout dépend comment c'est amené, comment c'est avec le bon storytelling, avec quand tu connais bien la psychologie humaine. Je me dis, écoute, utilisons ces biais psychologiques. Ouais. Pour faire entrer des choses bien, tu vois. Ouais. Après avoir regardé BFM Télé, regardez Bien-être Télé. Moi, quand tu dis Bien-être Télé, j'ai l'impression de voir les cours yoga et tout. Ah non, des choses terre à terre, bien sûr. Il faut que ça reste terre à terre, bien entendu. Ok, super. Est-ce que là, aujourd'hui, tu pourrais nous partager, en tout cas aux personnes qui vont visionner ou écouter le podcast, des ressources qui, toi, t'ont aidé notamment pour trouver, pour développer ton activité, trouver des clients à ta manière. Est-ce que tu as des ressources à partager, livres, vidéos, podcasts, audio, peu importe. Voilà, est-ce que tu as des choses à partager pour aider justement? Tu vas me détester? Vas-y. Parce que je n'en ai pas. Ok. En fait, je suis. C'est toi. Non, mais c'est vrai. Je suis autodidacte. Mais autodidacte parce que j'ai testé tellement de choses, bien sûr, que j'ai développé des expertises sur plein de domaines parce que j'aime tout faire, j'aime toucher à tout. Et forcément, je travaille très vite. Quand je fais du montage, j'ai appris ça tout seul. J'ai pris des tutos. Quand je fais de la scène, j'en ai fait. J'ai fait du. Non, j'ai pas de. Alors oui, tu vois des livres ici qui sont autour de là, mais ce sont des livres qui m'ont fait du bien à moi. Mais techniquement, j'ai essayé tellement de choses que j'ai appris les choses tout seul. Je suis un autodidacte dans tout ce que j'ai fait. Ouais, bien sûr. Après, oui, ça veut pas dire que je me suis pas nourri de conseils, mais c'est pas des ressources ou des. Là, je parlais de Richard Joffo. Richard Joffo m'a donné des astuces de comment me filmer. Après, j'ai tellement fait de choses dans ma vie. J'ai travaillé dans un journal donc où j'ai appris à écrire. J'ai travaillé à la télévision belge où j'ai appris à utiliser des caméras. Depuis que je suis tout petit, j'ai des caméras sur l'épaule depuis les camcorders. Donc, en fait, j'ai tellement fait de choses dans la vie que les ressources, je les ai parce que je suis un touche-à-tout, en fait. Donc, j'ai pas de ressources à te donner, malheureusement. Si ce n'est que lancez-vous, testez. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on n'a pas d'excuse de ne pas faire les choses. On n'a pas d'excuse de ne pas y arriver parce qu'aujourd'hui, les ressources, aujourd'hui, quand je veux savoir quelque chose que je ne comprends pas, je vais sur Google, je regarde une vidéo, je regarde un tuto, je la fais étape par étape et je la prends moi-même. Aujourd'hui, t'as plus d'excuses de ne pas savoir faire, en fait. Non mais c'est clair, tu vois, moi je prends un exemple qui a rien à voir, mais à un moment, je suis comme toi, j'aime toucher à tout, je suis très curieux, on m'a toujours dit la curiosité est un vilain défaut. Non, aujourd'hui, absolument pas. Aujourd'hui, je dis c'est du bullshit. Exactement. Tu vois, par exemple, j'avais un souci avec ma voiture, je me dis tiens, je vais le faire moi-même. Tuto, YouTube, tuto, j'ai suivi étape par étape et j'étais fier de dire, c'est tout bête, mais j'ai changé les étriers, les disques de frein de ma voiture. Quand même, c'est pas je me suis dit, bien quand même, tu vois. Et c'est tout bête, mais ça, c'est pour ma vie de tous les jours. Et quand tu dis que t'es un autodidacte, mais moi, je suis pareil. J'ai pas fait d'école de cinéma. Non. J'ai tout appris tout seul. Et je trouve qu'on a une capacité d'apprentissage. Absolument. Et je pense que la ressource, c'est curiosité. Ça. Et d'envie d'apprendre. L'envie d'apprendre. Et finalement, peut-être que ma plus grande ressource, c'est YouTube. Mais c'est ça. Google va me remercier, mais au fond, quand je sais pas un truc, je le googlise. Je pense que c'est ça la ressource au final, c'est de se dire que quand tu sais pas, juste prends l'initiative sur Google ou sur YouTube de taper comment faire ça. C'est ça. Et en fait, t'as tellement d'informations et c'est ça la ressource au Aujourd'hui, t'as plus d'excuses. Quand tu sais pas, t'as plus d'excuses parce que tu vas sur Google, tu peux tout savoir. Alors ça veut pas dire que tout est vrai, ça c'est un autre débat. Mais en termes de technicité, si t'as besoin d'un enseignement technique, t'as plus d'excuses de ne pas savoir. Ouais, clairement. Et puis, le gros avantage aussi que je trouve, c'est que par exemple sur YouTube, tu vas avoir 10 fois le même tuto et tu auras la personne, la manière de parler, la manière d'expliquer. Tu vas dire, ok, elle, c'est bon, je capte, j'ai compris quoi. Parfois, il y a des tutos, allez, bon, lui, il me gave, j'en pense à autre chose. Ok, top. Et pour finir ce podcast, où est-ce qu'on peut te retrouver
Site internet, chaîne YouTube, LinkedIn, voilà, dis-nous tout, partage-nous tout. Où est-ce qu'on te trouve? Ah bah sur Google, voilà. Sur Google. Michel Poulard, tu me googlises et tu trouves toutes mes ressources parce que j'ai mon site internet qui est michelpoulard.com, j'ai le site internet de mon école qui est écoledeconférencier.com, j'ai le site internet d'Inspire Expire et puis sur LinkedIn, principalement sur LinkedIn et puis sur les autres réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok. Au fond, Instagram, je me rends compte que je suis partout en fait. En répondant à ta question, je me dis, tu me trouves où tu veux. Donc Google, Michel Poulard. Oui, et au fond, aujourd'hui, si j'ai toutes ces ressources, c'est parce que j'ai beaucoup publié pendant tellement d'années et ça contribue au succès que j'ai aujourd'hui. Bien sûr. Et pour terminer, j'ai envie de te poser cette question, est-ce que tu as un mot pour la fin, pour les personnes qui nous écoutent? Ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Champ libre. Vas-y sans craindre le regard des autres. Vas-y sans craindre le regard des autres, parce que je pense que c'est approprié pour ton podcast sur LinkedIn. À nouveau, ça répond à ce que j'entends souvent, c'est j'ose pas parce que j'ai peur de me tromper, parce que j'ai peur. Ouais, ok, mais lance-toi. Et j'ai envie de dire, tu risques rien, parce que quand tu te lances, t'as pas de communauté, il y a personne qui te regarde. Mais en attendant, tu développes une expertise, tu développes une compétence, tu développes un automatisme. Et le jour, et ça revient à ce que j'ai dit, le jour où tu seras prêt, tu vas exploser. Ouais, et puis j'ai envie de compléter en disant, les gens qui vont te juger, c'est ceux qui n'ont pas les coronesses de le faire. Le plus souvent, les gens qui te jugent sont les gens qui ne le font pas eux-mêmes, parce que quelqu'un qui est passé par là te conseillera et ne te jugera pas. Eh ben, je trouve que c'était le beau mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir accepté de passer ça me fait plaisir. sur le podcast l'Odyssée des opportunités pour tout ce partage. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités. Merci Michel. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ou visionné cet épisode jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à adapter votre stratégie de prospection pour qu'elle vous corresponde au mieux. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, que vous connaissez un entrepreneur qui a une manière bien à lui de prospecter, alors faites-le moi savoir. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une vidéo pour votre entreprise, contactez-moi. Je serai ravi de transformer votre vision en une série d'images soigneusement orchestrées pour toucher le cœur de votre audience. C'était Aurélien Ibarart et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités.